Bon, voilà une présentation sous forme de vidéo, donc appelée capsule, dans laquelle je vais essayer d'expliquer les notions traitées dans le cours de la géologie. Tout d'abord, j'aime bien débuter par un petit rappel concernant la structure interne de la Terre et la notion de plaque lithosphère. Pour la structure interne de la Terre est subdivisée en 4 parties. Nous avons à la surface partie superficielle qu'on appelle croûte terrestre. Elle aussi est formée par deux types de croûtes, une croûte océanique et une croûte continentale. La croûte océanique, celle qui se trouve dans les océans, qui forme le plancher, les fonds des océans. Elle est d'épaisseur entre 5 et 15 km, formée par des éléments de silice et magnésium, mais les roches sont de nature, en gros, de basalte. Pour les continents, croûte continentale, elle est d'épaisseur 30 à 65 km, formée par des éléments de silice et d'aluminium, et formée en gros par des granites. Donc on ne peut pas trouver des granites dans les océans, et si on trouve du basalte sur le continent, ça veut dire qu'il a été déplacé vers le continent. Bon. Passons à la couche moyenne qui est appelée le manteau. Le manteau, lui aussi, peut être subdivisé en deux parties, manteau supérieur et manteau inférieur. Elle est, bien sûr, le manteau supérieur peut être subdivisé en deux parties. Une partie fluide, un petit peu visqueuse, fluide, formée par des magmas, qu'on appelle la sténosphère, et une partie solide qui est formée par des péridotites et qui s'ajoute à la croûte terrestre pour former ce qu'on appelle la lithosphère. Donc la lithosphère, c'est la partie rigide, solide de la Terre qui se pose sur le manteau où il y a la sténosphère. À l'intérieur, partie interne, elle est formée par le noyau qui est subdivisé en deux zones, un noyau externe liquide et un noyau interne solide ou appelé aussi la graine. Ces subdivisions, comme vous le savez très bien, sont dues à l'étude de la propagation des ondes sismiques en profondeur qui ont donné des discontinuités, c'est-à-dire qui ont une relation avec le changement de la composition des roches à l'intérieur de la Terre. Nous avons bien sûr détecté des trois discontinuités connues de Lehmann qui séparent la graine du noyau externe à une profondeur de 5155 km. Deuxième continuité qui sépare le noyau externe du manteau, ce qu'on appelle continuité de Kutzenberg, à une profondeur de moins de 2885 km. Et nous avons la discontinuité de Morovitsky, qui est située à peu près à moins 30 km, qui sépare le manteau de la croûte terrestre. Bon, passons maintenant aux notions des plaques lithosphériques. Donc, plaques lithosphériques sont des fragments rigides et stables de la lithosphère terrestre limités par des frontières caractéristiques. Bon, ces plaques peuvent être formées par une partie continentale et une partie océanique, ou bien nous avons comme la plaque africaine, nous avons aussi une plaque qui peut être formée seulement par la lithosphère océanique, c'est le cas de la plaque pacifique. Et aussi, on peut dire, entre parenthèses, que la plaque arabique, c'est une plaque qui est majoritairement formée par un continent avec une petite mer par ici. Ces plaques peuvent se déplacer sur la sténosphère. Et bien sûr, il y a des contacts entre ces plaques qui forment des limites. Et ces limites sont de trois types. Revenons là. Donc, les plaques peuvent se rencontrer au niveau de la dorsale médio-océanique,
où il y a la formation continue de la croûte océanique à ce niveau-là, par l'arrivée d'un magma basaltique des profondeurs au niveau de la sténosphère, où il y a formation du magma basaltique qui remonte à la surface, et là il y a bien sûr un déplacement de la croûte océanique. C'est une zone qu'on appelle une zone de distension, puisqu'il y a ouverture et bien sûr expansion océanique. Cette expansion-là va faire qu'il y aura une subduction ou un enfouissement, une plongée de cette croûte nouvellement formée. L'ancien va disparaître sous les continents, et ce phénomène, ça s'appelle zone de subduction, qui va bien sûr former des zones de compression ou de convergence. Il y a des zones de friction où il y a des failles transformantes qui découpent les chaînes du rift ou bien du chaîne de la dorsale en faisant déplacer horizontalement ces plaques tectoniques. Donc, il y a 3 zones de contact ou de limite entre les plaques: zone de distension au niveau des dorsales, zone de compression ou de convergence au niveau des zones de séduction, et des zones de friction, bien sûr, il y a les failles transformantes dans le bon. Donc, dans les zones de convergence décrites précédemment, il y a des forces de compression. Il y aura donc des affrontements, et bien sûr, cela va aboutir à la formation et soulèvement des chaînes de montagnes, qui sont dues à l'affrontement soit d'une lithosphère océanique avec une lithosphère continentale, ou bien de lithosphères océaniques, ou bien entre 2 lithosphères continentales. Et par conséquent, on aura affaire à la formation de 3 types de chaînes, qui sont les chaînes de subduction, les chaînes d'abduction et les chaînes de collision. Donc on va voir cela avec détail dans les parties qui vont venir. Passons maintenant aux types de déformations qui, bien sûr, sont dus à cette compression, à cette confrontation entre les plaques, pour bien sûr décrire par la suite les caractéristiques de chaque type de chaîne. On a tout d'abord, on commence par les failles. Les failles donc sont des déformations cassantes discontinues avec déplacement relatif des 2 compartiments formés de couches conçues. On distingue bien sûr selon la nature de force et de rejet plusieurs types de failles. La faille normale correspond à un écartement de 2 blocs dû à des forces de distension. Donc là, il y a une distension. Nous avons des failles inverses qui correspondent à un rapprochement des 2 blocs dû à des forces de compression. C'est d'ailleurs ce qu'on va trouver dans les chaînes de montagnes qu'on va étudier par la suite. Donc, nous avons aussi des failles transformantes ou des décrochements qui correspondent à un coulissage de 2 blocs de force latérale de direction bien sûr opposée. Nous avons là les plis. Les plis sont donc des déformations souples mais continues des couches rocheuses, bien sûr, avec des ondulations. On aura soit la courbure est dirigée vers le haut, on parle d'un anticlinal. C'est la courbure est dirigée vers le bas, on parle d'un synclinal. Et d'ailleurs, on peut bien sûr distinguer différents types selon bien sûr l'axe de pli, l'inclinaison de l'axe de pli. On a soit un pli droit, ou bien déjeté, couché, déversé ou au genou. Cependant, il y a des déformations intermédiaires qui commencent par une faille inverse, ou bien un pli faille, qui va aboutir à un chevauchement,
qu'il y a un déplacement horizontal de l'ordre de quelques plutôt kilomètres d'une unité géologique au-dessous de l'autre par des forces compressives inégales. Ou bien, s'il y a déplacement de cette partie chevauchante sur des kilomètres, on aura affaire à des nappes de Chalias, qui est un ensemble de terrains rocheux déplacés sur plusieurs dizaines de kilomètres, chevauchant d'une formation rocheuse. Lorsqu'une partie de cette nappe reste sous forme isolée, on parle là de clip, c'est-à-dire, donc ces nappes-là, on va les voir dans les chaînes de montagne où il y a de forces de compression qui sont très poussées et très remarquées. Voilà. Donc, on va commencer par étudier plutôt les caractéristiques des différents types de chaînes cités précédemment. On commence par les chaînes de subduction. Tout d'abord, qu'est-ce que la subduction? Donc, vous voyez ici, la subduction, c'est un enfouissement d'une plaque océanique dense, froide et rigide, sous une plaque continentale moins dense, sous l'effet de force de compression. Bien sûr, ce phénomène entraîne la genèse des chaînes montagneuses qu'on appelle les chaînes de subduction. À noter bien sûr que cette subduction peut s'effectuer entre deux plaques océaniques. On va voir ça par la suite. Donc on va passer à étudier un exemple de chaîne de collision qu'on appelle les cordillères des Andes ou bien les montagnes des Andes, qui se situent sur la marge active de continent sud-américain, orienté bien sûr vers l'ouest, sur le Pacifique, en contact bien sûr avec l'océan Pacifique. Définissons maintenant les caractéristiques des zones de subduction dans cette région. De point de vue topographique, on observe qu'il y a là, tout près de la marge, ce qu'on appelle une fosse océanique profonde, ainsi que de grandes altitudes, ce qu'on appelle, c'est d'ailleurs des anomalies topographiques. Et nous avons là, sur le continent, ce chaîne-là, il y a un volcanisme très puissant, explosif, formé par des magmas visqueux et riches en gaz, de type andésitique. Pour la géophysique, on constate qu'il y a sous le continent, à chaque fois qu'on se déplace de la fosse vers le continent, il y a des foyers sismiques. Ces foyers se répartissent en profondeur de plus en plus qu'on se dirige vers le continent, et ces foyers forment un plan incliné qu'on appelle le plan de Benioff. Bon, on a aussi ce qu'on appelle les anomalies géothermiques, où bien sûr on constate là qu'il y a des isothermes. Ce sont des lignes de même température en profondeur qui ne restent pas rectilignes à son niveau là, et il y a une anomalie négative, c'est-à-dire qui fait abaisser ces isothermes, et on aura de plus un refroidissement vers le bas. Cet enfouissement de ces lignes, elle est due à l'enfouissement du plancher océanique froid dans l'asténosphère chaude. Donc, les isothermes ne vont pas rester horizontaux, mais seront incurvés selon le plan de Benioff. Les roches qu'on trouve dans ces régions-là, dans ces montagnes, sont, dans la plupart des cas, typiquement, sont des andésites. Les andésites sont des roches magmatiques volcaniques, c'est-à-dire qu'ils sont rejetés par les volcans à la suite d'un refroidissement d'un magma qui remonte de profondeur.
Ces roches, à l'œil nu, on constate qu'ils possèdent plusieurs vides qui sont dus à l'échappement des gaz. Donc, c'est un magma qui était riche en gaz. Mais au microscope polarisant, ce qu'on appelle une observation d'une lame mince, fabriquée à partir de ces roches, montre que ces roches-là sont formées par trois parties. Une matrice noire, c'est de vitre ou la pâte vitreuse. Il y a des petits cristaux qu'on appelle des microlithes et quelques gros cristaux qu'on appelle des phénocristaux. Bon, cela, donc la structure de cette roche andésitique, on parle d'une structure nécrolithique. Bon. Cette structure a une relation avec le type de refroidissement, parce que cette roche, elle s'est refroidie en trois parties, durant là où il se trouvait en profondeur dans une chambre, il y avait du temps pour la formation des gros cristaux, puis il va remonter dans le cheminée, c'est-à-dire il va remonter vers la surface. En remontant, il y aura seulement la formation des petits cristaux, donc il n'y a pas beaucoup de temps pour qu'il y aura une formation de gros cristaux. Et en arrivant à la surface, le magma se fige et on aura la formation de la pâte vitreuse qui va rassembler tous les constituants précédemment formés. On trouve aussi dans cette marge active, c'est-à-dire zone de subduction, un prisme d'accrétion sédimentaire qui est formé à partir des sédiments qui vont être raclés, c'est-à-dire qui vont passer vers le continent, en contact de la marge, ou le contact plutôt de la lithosphère océanique avec la lithosphère continentale, et qui est formé par des sédiments marins, dans laquelle, bien sûr, il y a accumulation de sédiments marins et continentaux, écaillés et tectonisés, bien sûr, tectonisés parce qu'on va y trouver là des plis et des failles inverses. Nous trouvons aussi du peloton, c'est-à-dire des roches plutoniques, qui sont aussi des roches magmatiques. Donc il y en a deux types de roches magmatiques. Donc les roches volcaniques qui sortent à la surface par un volcan, et les roches qui se refroidissent à l'intérieur et qui sont bien sûr issues d'un magma, on les appelle des roches plutoniques. Ces roches sont de nature granitoïde, c'est-à-dire ce sont des granites et des granodiorites, avec une texture qu'on appelle grenue. Pourquoi ils ont cette structure grenue? Parce qu'ils sont formés de phénocristaux, de gros cristaux. Ils ont pu avoir du temps à se former et bien sûr, grandir. Voilà, vous avez donc là toutes les caractéristiques d'une zone de subduction. Récapitulons un petit peu. Donc on parle d'existence d'une fosse océanique, existence en présence d'un prisme d'accrétion. Nous avons une anomalie négative puisqu'il y a enfoncement des isothermes, c'est-à-dire il y a un refroidissement au niveau de la zone de subduction. Il y a là la formation d'un magma, donc l'anomalie ici sera positive puisqu'il y aura une élévation isotherme de la température. Nous avons l'existence des plutons, et des volcans explosifs qui vont nous donner des roches andésitiques. Et enfin, nous avons des foyers sismiques plus profonds selon un plan qu'on appelle plan de Bayer. Bon, les roches magmatiques décrites avant, les andésites et les roches plutoniques, granodiorites, sont issues d'un magma. Où se forme ce magma? Bon, on va voir ici la genèse du magma andésitique. À ce niveau-là, les péridotites sont solides. Donc, comment ils vont passer à l'état liquide pour donner naissance à un magma fluide qui pourra être à l'origine des roches magmatiques en surface. Nous constatons ici, dans ce diagramme-là, une étude expérimentale sur ces roches de péridotites qui forment le ponton supérieur. On constate là des lignes solidus, c'est-à-dire qui
bien sûr, sépare la partie liquide ou la zone où les roches vont se trouver à l'état solide, selon les deux critères de la température et les deux paramètres de pression. Bon, à ce niveau-là, c'est-à-dire à cette profondeur-là, il ne peut y avoir de roches solides, plutôt liquides. C'est-à-dire que toutes les roches ici sont des roches solides, et à cet état-là, ils deviennent liquides. Cependant, ces péridotites, lorsqu'ils sont hydratés, c'est-à-dire lorsqu'on leur ajoute de l'eau, nous constatons que cette courbe va diminuer, hein, et s'interposer avec, bien sûr, les isothermes, les géothermes, ou la ligne de la température en profondeur, et que la température à cette profondeur va permettre la fusion partielle des péridotites à ce niveau-là. Donc, il faut y avoir de l'eau. D'où provient cette eau? Revenons à ce schéma-là. Une fois que la lithosphère s'enfonce sous la croûte océanique, la croûte océanique s'enfonce sous la croûte continentale. Les matériaux ou les roches qui sont d'ailleurs hydratées, formant la croûte océanique, vont subir des transformations et les minéraux vont libérer de l'eau, hein, à ce niveau-là, suite à la pression exercée au cours de cette subduction ou de cet enfoncement. L'eau s'échappe des roches. Bon, il va bien sûr hydrater les péridotites qui se trouvent au-dessous de la croûte continentale, qui va faire diminuer son solidus, et par conséquent, ils vont entrer dans la partie précocement dans la zone de partie liquide du solide et se former un magma liquide qui va être l'origine de roches magmatiques à la surface. En remontant, on sait très bien que le liquide doit bien sûr va passer à la hauteur, en haut des parties solides. Donc il s'échappe vers la surface, soit il va se refroidir et se cristalliser en profondeur pour former des plutons granulotiques, soit il va sortir à travers les volcans, bien sûr, qui seront explosifs parce que ce magma est riche en gaz, et par conséquent, ils vont nous donner, à la suite de refroidissement et cristallisation à la surface, des roches andésitiques. Bon. Passons maintenant au deuxième type de chaînes, qui sont les chaînes d'obduction. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une obduction? Nous voyons là que l'obduction, c'est un chevauchement ou recouvrement d'une plaque continentale moins dense par une plaque océanique plus dense lors de leur affrontement. Ce phénomène entraîne la formation des chaînes montagneuses appelées chaînes d'obduction, comme exemple des chaînes de la péninsule arabique d'Oman qu'on va voir par la suite. Voilà. Nous avons donc les chaînes d'obduction, exemple les chaînes d'Oman, les caractéristiques de ces chaînes-là. Sur le terrain, on constate des roches tout à fait différentes de ce qu'on peut constater sur le continent. À vrai dire, on a là des basaltes en coussin ou en pilon lava. On a là des roches, des péridotites, des gabbros. Ces péridotites-là vont être altérés sous forme de terrain qu'on appelle
sous forme de roches plutôt qu'on appelle les serpentinites. Ils ont bien sûr une allure de peau de serpent. C'est très remarquable et c'est unique au monde dans cette région d'Oman. Ces roches ne font d'ailleurs que une partie de la lithosphère océanique qui a chevauché ou recouvré, ou plutôt qui a remonté sur le continent et qui a été intégré dans les chaînes de montagnes sur le continent. Si nous faisons la comparaison entre la lithosphère océanique et ces roches-là, on trouve la même composition et les mêmes structures. Ces roches-là s'appellent donc le complexe ophiolitique ou les ophiolites. Donc les ophiolites, ce sont des lambeaux ou des fragments de la lithosphère océanique qui se trouvent sur les continents intégrés dans les chaînes de montagnes. La structure des ophiolites est comparable bien sûr à celle de la lithosphère océanique. Elle est formée par les couches suivantes. On trouve des sédiments de fond océanique suivis par des basaltes en coussin. On a des filons ou des complexes filoniens. En bas, on trouve les gabbros et par-dessus, on trouve bien sûr les pérolithiques. Et nous avons là la coupe typique des ophiolites. Donc, comment se forment donc ces chaînes d'obduction, hein? Et quels sont les mécanismes et les événements aboutissant à l'apparition de ces chaînes? Tout d'abord, sous l'action des forces compressives, la croûte océanique subit une faille inverse, grande cassure, qui est suivie d'une subduction intra-océanique. Bon, une subduction qui va aboutir à la fermeture d'un océan. La fermeture du domaine marin progresse et se rapproche de la croûte continentale, bien sûr de la plaque plongeante de la zone de subduction. De fait de sa faible densité par rapport à la croûte océanique, la croûte continentale ne peut pas plonger sous la croûte océanique. Cela entraîne le blocage de la subduction et la poursuite des forces de compression qui poussent la lithosphère océanique à glisser par-dessus de la croûte continentale. Il y a élévation des reliefs et formation des chaînes de montagne d'obduction, caractérisées bien sûr par la présence des ophiolites et des chevauchements et des nappes de charriage, puisque ces sédiments vont être charriés sur le continent. Bon, maintenant on passe au troisième type de chaîne, sont les chaînes de collision. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une collision? Donc la collision, c'est un affrontement de deux plaques continentales avec un raccourcissement et empilement de roches de la croûte et la disparition totale de l'ancien océan. Ce phénomène entraîne donc la formation de chaînes de collision. Comme fameuses chaînes de collision sont les chaînes de l'Himalaya. C'est un bon exemple d'étude de chaînes de collision. Donc, nous savons que les chaînes de l'Himalaya se situent entre la péninsule Inde et l'Eurasiatique, c'est-à-dire dans les frontières indo-asiatiques, sont caractérisées par les montagnes les plus hautes dans le monde, comme le mont Everest. Les caractéristiques de ces chaînes-là. Les caractéristiques sont tout d'abord des unités tectoniques déformées, avec des plis, failles normales et inverses et chevauchements et charriage, indiquant la poursuite de la compression entre les deux plaques continentales. Il y a bien sûr une rencontre, un affrontement entre la plaque indienne et la plaque eurasiatique. Des reliefs bien sûr élevés, des racines crustales profondes
avec l'apparition de la discontinuité de Moho, qui dépasse un petit peu cette épaisseur 60 km en profondeur. On peut trouver la présence de l'andésite et des pelotons de granodurite et de granite, indiquant bien sûr une subduction ancienne précédant la collision. De même, on peut trouver une suture ophiolitique formée par les ophiolites, montrant qu'il y a aussi eu une obduction précédant la collision, avec bien sûr des sédiments marins, et cela, bien sûr, témoignant d'un ancien océan qui s'est, bien sûr, qui a disparu dans le temps. Bon, voyons maintenant les étapes de la formation de cette chaîne de collision de l'Himalaya. D'abord, analysons cette carte. Avant 70 millions d'années, il y avait là un océan qu'on appelait le Titis qui séparait la plaque indienne qui se trouvait en bas de la plaque eurasiatique. Et suite à des forces compressives, il y a eu une subduction. Bon. Donc, une subduction intra-océanique, c'est-à-dire à l'intérieur de cet océan-là. Et de ce fait, il y a eu un rapprochement de la croûte continentale de la plaque indienne vers la plaque eurasiatique. Donc, petit à petit, il y a eu par la suite, lorsque cette plaque indienne s'approche au continent asiatique, vers moins 30 millions d'années à peu près, il y a une abduction, c'est-à-dire qu'une partie de la lithosphère océanique a remonté cette partie continentale pour donner, bien sûr, par la suite des ophiolites qui restent, bien sûr, emprisonnés entre les deux continents. À la poursuite de la compression, entraîne une collision continentale qui se produit quand la croûte continentale portée par une plaque au cours de subduction océanique finit par arriver au contact du continent, porté par la plaque chevauchante, bien sûr, après la disparition de l'ancien océan, ou bien sûr de la lithosphère océan. Cette collision, bien sûr, va nous donner par un processus d'écaillage contre le front de la plaque chevauchante, accompagné par les plis des failles et le chevauchement et la chaliage, et l'on résulte un raccourcissement et un épaississement du relief avec racines crustales profondes, dû bien sûr à un équilibre isostasique. Et par la suite, il y aura formation de chaînes montagneuses qu'on appelle des chaînes de collision. Voilà. Maintenant, faisons le bilan. C'est-à-dire, on va définir les différentes caractéristiques des trois chaînes de montagne étudiées précédemment. Pour la chaîne de subduction, elle est caractérisée par la présence des déformations simples qui sont des plis, failles inverses et des structures en montagne, des prismes d'accrétion, volcanisme explosif avec des roches magmatiques de type andésitique et de granodiorite, présence fosse océanique et des foyers sismiques profondes, bien sûr selon le plan de Benioff, et des anomalies thermiques, bien sûr, qui sont des anomalies négatives selon, bien sûr, la subduction, et certaines anomalies positives aux alentours de chambres magmatiques. Les chaînes d'abduction. On y trouve bien sûr des complexes ophiolitiques sur des terrains vastes, qui sont bien sûr des lambeaux de la croûte océanique charriée sur le continent, avec abondance des chevauchements et des nappes de salage. Pour les chaînes de collision, sont caractérisées par des reliefs très élevés, et l'épaisseur, bien sûr, de la croûte continentale, elle est immense et métamorphosée, bien
alors, déformées. On y trouve des plis, failles inverses, des chevauchements et des nappes de charriage, avec l'affleurement du socle, où bien sûr la racine crustale, c'est-à-dire les terrains profonds, qui peuvent remonter à la surface, suite au phénomène d'équilibre isostasique ou bien des phénomènes tectoniques. Les roches sédimentaires, on y trouve des roches sédimentaires qui proviennent de fonds marins, sont déposés fonds marins, qui restent emprisonnés lors de l'affrontement et de la fermeture de l'océan. Et l'existence d'un pluton granitique, bien sûr, il y a eu formation d'un magma dans les niveaux bas où va donner des roches granitiques qu'on va voir à la fin de l'étude de cette unité. Et l'existence des ophiolites, ou bien sous forme d'une suture et non pas sur le terrain vaste. Et cela, bien sûr, témoigne d'une obduction qui a précédé la collision. Si en cas où la collision a été précédée par une subduction, on y trouve des roches andésitiques dans les chaînes incorporées dans cette chaîne de collision. Voilà, on arrive à la fin de la première partie. J'espère bien que cela pourra vous servir pour éclaircir les données du cours. On se rencontrera dans la deuxième partie, Inch'Allah.